Le 25 octobre 2016, un après-midi qui allait à jamais changer l'histoire de l'hôpital provincial de Brie, le paramédical Maurice de Beer rangeait son ambulance sur le parking après avoir déposé un patient. Sa routine quotidienne fut interrompue par l'arrivée soudaine d'une camionnette, d'où Kobu Kokmoer surgit en portant une enfant. Kobu courait à travers le parking, criant à l'aide. Dans ses bras, le corps inerte d'une fillette de 3 ans vêtue uniquement d'une culotte. Juste derrière lui, son épouse Louisa suivait précipitamment, tenant par la main un garçon de 5 ans, le frère de Poppy. De Beer, percevant l'urgence de la situation, abandonna immédiatement ses tâches et courut vers eux. Le paramédical expérimenté remarqua instantanément les lèvres bleutées de l'enfant, un signe évident qu'elle ne respirait plus depuis un certain temps. Sans hésiter, De Beer prit la fillette des bras de Kokmoer et ordonna à la famille de le suivre, courant vers les urgences. Tandis que Kobu et Louisa accompagnaient le paramédical, le petit frère de Poppy était emmené avec eux, témoin silencieux du drame qui se déroulait. En arrivant aux urgences, De Beer déposa le corps de la petite Poppy sur le premier brancard disponible et appela à l'aide médicale. Lorsqu'il tenta d'initier les procédures de réanimation, il fit une découverte troublante, le corps de la fillette présentait déjà une rigidité, la rigidité cadavérique avait commencé. Le docteur Richard Bomba, qui arriva ensuite, découvrit une scène qui le marquerait à jamais, le corps d'une enfant de 3 ans couvert d'ecchymose de la tête aux pieds. Sur le front, une enflure prononcée indiquait un traumatisme récent sévère. L'équipe médicale, même en sachant qu'il était trop tard, documenta méticuleusement chaque marque sur le corps de la fillette à travers des photographies, preuve qui deviendrait plus tard cruciale. Le plus choquant pour les professionnels de santé était qu'il n'y avait pratiquement aucune zone du corps de l'enfant qui ne présentait pas une quelconque lésion. Ce fut à ce moment que le docteur Gomba prit la décision qui donnerait début à l'enquête criminelle. Emmenant Kokmoer dans son cabinet, il l'informa qu'il allait contacter la police. Malgré les protestations de Kokmoer, qui insistait que cela n'était pas nécessaire, le médecin resta ferme dans sa décision, passant l'appel qui initierait la quête de justice pour Poppy. Et maintenant vient la partie la plus choquante de cette histoire, vous ne croirez pas quand vous découvrirez qui était réellement derrière cette brutalité contre une enfant innocente. Les preuves qui ont émergé par la suite ont laissé toute l'Afrique du Sud en état de choc. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire maintenant et activer la cloche pour ne manquer aucun cas comme celui-ci. Dans l'environnement frénétique de l'hôpital provincial de Brie, tandis que les médecins tentaient de gérer la tragédie qui venait d'arriver, une petite silhouette restait silencieuse dans un coin, le frère de Poppy, âgé de seulement 5 ans. Le garçon, pâle et visiblement bouleversé, se recroquevillait contre le mur, essayant de se rendre invisible au milieu du chaos. Le paramédical Maurice de Beer, remarquant l'enfant effrayé, s'approcha doucement. S'abaissant pour être à hauteur des yeux du garçon, il demanda ce qui était arrivé à sa sœur. Le garçon garda les yeux fixés au sol, évitant tout contact visuel, son corps tendu par une peur palpable. Sa réponse, quand elle vint finalement, fut prononcée d'une voix basse mais claire, Poppy ne voulait pas manger sa nourriture. La simplicité de la phrase contrastait drastiquement avec la gravité de la situation autour de lui. Le garçon resta silencieux après cela, refusant toujours de regarder quiconque. Les professionnels de santé observèrent que le garçon lui-même présentait des signes de traumatisme. Il tressaillait au moindre mouvement et gardait les bras croisés sur la poitrine de manière protectrice. Son langage corporel communiquait une terreur silencieuse qui parlait plus fort que n'importe quel mot. À ce moment critique à l'hôpital, le jeune frère de Poppy devint un témoin silencieux, sa présence et son comportement racontant une histoire qu'il n'était pas encore prêt à verbaliser complètement. Il y avait là un enfant qui avait clairement été témoin d'événements qu'aucun enfant ne devrait voir. Le docteur Ad Simon, responsable de l'autopsie de Poppy van der Merwe, fit face à l'une des tâches les plus angoissantes de sa carrière en examinant le corps de la fillette de 3 ans. Le rapport produit révélerait un historique perturbant de violence systématique. L'examen externe du corps montra un schéma complexe de lésions. Les ecchymoses trouvées présentaient différentes colorations et stades de cicatrisation, certaines violettes et récentes, d'autres verdâtres et jaunâtres, indiquant qu'elles avaient été infligées à des moments distincts au fil du temps. Cette découverte fut cruciale pour établir que l'abus n'était pas un incident isolé. La région la plus préoccupante était le crâne. Le coin inférieur gauche présentait une accumulation extensive de sang, cohérente avec un ou plusieurs impacts significatifs. L'analyse détaillée de cette zone révéla que le traumatisme pouvait avoir été causé tant par des coups directs que par l'impact contre une surface solide. Le corps de la fillette présentait des écorchures distribuées de façon non aléatoire, concentrées principalement sur le visage, la poitrine et les cuisses.
la localisation et le motif de ces lésions étaient incompatibles avec des accidents typiques de l'enfance ou des jeux normaux. Certaines marques suggéraient qu'elles avaient été causées par des objets spécifiques, tandis que d'autres indiquaient un traumatisme par impact direct. L'examen interne révéla encore plus de preuves de traumatisme accumulé. Les tissus profonds montraient des signes de lésions anciennes en processus de cicatrisation, confirmant que l'abus s'était produit sur une période prolongée. Le rapport du docteur Simon fut catégorique, les preuves physiques pointaient inéquivoquement vers un cas d'abus physique délibéré et prolongé. Basé sur les différents stades de cicatrisation des lésions, il estima que l'abus systématique s'était produit pendant plusieurs mois avant l'incident fatal. La conclusion officielle de la cause du décès fut un traumatisme crânien sévère, résultant d'un ou plusieurs impacts significatifs à la tête. Le rapport laissait clair que ce n'était pas un accident isolé, mais plutôt le dénouement tragique d'une longue période de violence. Dans la petite communauté d'Orania, où les maisons sont proches et les murs fins, Yakuru devint un témoin involontaire du cauchemar qui se déroulait à côté. Comme voisin direct de la famille Kokemoer, il documenta une série d'incidents perturbants qui deviendraient plus tard des preuves cruciales. Initialement, Yaku nota que la famille était plutôt réservée et silencieuse. Cependant, après quelques mois, les sons qui traversaient les murs commencèrent à raconter une histoire différente. Les cris et injures dirigés vers les enfants devinrent fréquents, particulièrement pendant la nuit. L'un des épisodes les plus perturbants dont Yaku fut témoin se produisit pendant l'hiver. Un jour particulièrement froid, il observa Kobu utilisant un tuyau d'arrosage pour tremper les enfants avec de l'eau glacée dans la cour. Plus choquant encore, les enfants furent forcés de rester nus à l'air libre jusqu'à ce que leurs vêtements sèchent naturellement, tremblants et pleurant de froid. Les nuits étaient particulièrement angoissantes. Yaku rapporta que Poppy se réveillait fréquemment avec des cauchemars, ses cris de terreur résonnant dans le voisinage. Ces épisodes pouvaient durer jusqu'à 30 minutes, avec la fillette pleurant doucement jusqu'à finalement s'endormir à nouveau, apparemment sans recevoir aucun réconfort. Lors d'une occasion particulière, après avoir entendu une discussion particulièrement échauffée, Yaku entendit un fort impact suivi de cris de douleur. Le lendemain, il vit Poppy avec une grande ecchymose à la tête et remarqua qu'elle gardait le bras pressé contre la poitrine. Quand il questionna Kobu sur les blessures, celui-ci réagit avec fureur et refusa de donner des explications. Yaku observa que, lorsque Poppy apparaissait avec un plâtre ou d'autres blessures visibles, aucun des adultes n'offrait une quelconque assistance à l'enfant. Elle était forcée de porter son propre sac à dos et de monter seule dans la camionnette de la famille, même avec une difficulté visible pour se déplacer. Les observations de Yaku incluaient également des moments où il entendait Louisa instruire Kobu de discipliner les enfants, suivis de sons d'impact et de pleurs. Le schéma d'abus semblait augmenter avec le temps, les incidents devenant plus fréquents et plus sévères. À la crèche locale d'Orania, le personnel commença à remarquer des changements subtils, mais préoccupants, dans le comportement et l'apparence physique des enfants Kokemoer. Ce qui semblait initialement être des incidents isolés se transforma bientôt en un schéma perturbant de signaux d'alarme qui, tragiquement, ne reçurent pas l'attention nécessaire. Johan, le frère aîné de Poppy, développa un comportement particulièrement alarmant. Chaque fois que Kobu et Louisa venaient chercher les enfants, le garçon courait instinctivement se cacher dans les toilettes. Les professeurs remarquèrent comment son corps entier se tendait en entendant la voix de son beau-père, et comment il se recroquevillait au moindre mouvement brusque des adultes autour de lui. L'un des signes les plus inquiétants était la façon dont Johan s'habillait. Même les jours les plus chauds, il apparaissait portant des vestes lourdes et des vêtements à manches longues qui clairement n'étaient pas les siens, il semblait trop grand ou inadapté pour la saison. Quand les professeurs suggéraient gentiment qu'il enlève son manteau à cause de la chaleur, le garçon refusait véhémentement, disant qu'il aurait des problèmes avec Kobu et maman s'il le faisait. Avec Poppy, les signes étaient différents, mais également préoccupants. La fillette commença à apparaître avec des ecchymoses dans des endroits inhabituels du corps, particulièrement sur les lobes des oreilles et les pieds. Le plus alarmant était que de nouvelles ecchymoses apparaissaient avant même que les anciennes n'aient eu le temps de cicatriser, créant un schéma continu de lésions. Quand questionnés sur les blessures, Kobu et Louisa avaient toujours des explications prêtes. Parfois ils blâmaient le « jeu violent » entre les frères et sœurs, d'autres fois ils disaient que Poppy était naturellement maladroite. Lors d'une occasion particulière, quand confronté à propos d'une ecchymose particulièrement visible sur le visage de Poppy, Kobu alla jusqu'à suggérer que le personnel de la crèche droguait les enfants pour les maintenir calmes, car selon lui, à la maison, ils étaient complètement différents. Curieusement, après un temps, Johan fut retiré de la crèche, tandis que Poppy continua à la fréquenter.
Les Coquemoer justifièrent la décision en alléguant que le garçon avait des explosions agressives, quelque chose que les professeurs n'avaient jamais constaté, le décrivant, au contraire, comme un enfant doux et affectueux. Un matin de septembre 2016, les habitants d'Orania se réveillèrent face à une découverte troublante, la famille Coquemoer avait disparu pendant la nuit. La maison qui abritait auparavant Kobu, Louisa et les enfants était étrangement silencieuse. Les lumières, qui normalement illuminaient la routine matinale de la famille, restaient éteintes. La fuite fut méticuleusement planifiée pour se produire aux heures les plus sombres, quand les yeux vigilants de la petite communauté étaient fermés. Les Coquemoer avaient empaqueté leurs effets essentiels et étaient partis sans laisser de traces ni d'avertissement. Des voisins rapportèrent avoir entendu le son d'une camionnette pendant la nuit, vers 2 heures du matin, et le bruit de portes se fermant soigneusement. Ce qui rendait la situation encore plus suspecte était la façon dont ils étaient partis. Kobu n'avait présenté aucun préavis ni lettre de démission à son travail au supermarché local, il avait simplement cessé d'apparaître. Ses collègues de travail trouvèrent son casier vide, sans aucune explication. La crèche que Poppy fréquentait n'avait reçu aucune notification de son départ. Les effets personnels de la fillette étaient encore dans son casier, y compris un petit manteau qu'elle portait régulièrement. Dans la précipitation du départ nocturne, ils laissèrent derrière eux des meubles et des effets plus volumineux. La maison conservait encore des signes d'un départ précipité, des tiroirs à moitié ouverts, quelques jouets éparpillés, et même de la nourriture dans le réfrigérateur. Un voisin remarqua que la poubelle n'avait pas été sortie cette nuit de collecte, chose que la famille n'oubliait jamais de faire. La famille s'était déplacée à Brie, une communauté agricole située à presque 8 heures de route d'Orania. Le choix de la destination semblait calculé, une ville suffisamment grande pour se perdre dans la foule, mais assez petite pour éviter trop de questionnements. La distance significative entre les deux villes suggérait un désir clair de couper tout lien avec leur vie antérieure. À Brie, ils trouvèrent refuge dans une ferme locale appelée Mambukulskral. L'endroit offrait l'isolement qu'ils semblaient rechercher, loin des regards attentifs qu'ils avaient laissés derrière eux à Orania. La propriété rurale, avec ses routes de terre et ses voisins éloignés, fournissait l'environnement parfait pour une famille qui semblait déterminée à disparaître des radars. Quand le sergent Gift Matome reçut l'appel de l'hôpital provincial de Brie en ce fatal après-midi d'octobre 2016, il ne pouvait imaginer qu'il était sur le point d'affronter l'une des affaires les plus marquantes de sa carrière policière. En tant que père d'un enfant de 13 mois, ce qu'il découvrit à l'hôpital l'ébranlerait profondément. Le premier contact du sergent avec l'affaire ne fut pas directement avec le corps de Poppy, mais avec des photographies. Le docteur Gomba, faisant preuve de sensibilité professionnelle, décida d'abord de montrer aux policiers les images que l'équipe médicale avait documentées. Même en tant qu'enquêteur expérimenté, Matome ne put contenir ses larmes en voyant l'état dans lequel se trouvait la fillette de 3 ans. Dans toute ma carrière, dirait-il plus tard, je n'ai jamais vu une enfant si jeune paraître si brisée. Se reprenant professionnellement, Matome initia immédiatement les procédures d'enquête standard. Son premier pas fut d'isoler la zone où le corps avait été reçu à l'hôpital, s'assurant que toutes les preuves physiques soient préservées. Il coordonna une équipe pour photographier et documenter méticuleusement chaque détail du lieu, y compris les vêtements que Poppy portait à son arrivée. Le sergent conduisit les entretiens initiaux en suivant une méthodologie spécifique pour les cas de mort suspecte impliquant des enfants. Il décida d'interroger Kobu et Louisa séparément, une technique d'enquête qui révèle souvent des divergences dans les versions présentées. Il s'installa dans des salles différentes de l'hôpital pour chaque entretien, s'assurant qu'il n'y ait pas de communication entre les suspects. Durant l'entretien avec Kobu, Matome remarqua des incohérences significatives dans le récit. Le suspect affirmait que Poppy avait simplement perdu connaissance en regardant la télévision, mais ses gestes nerveux et les changements dans l'histoire pendant qu'il parlait alertèrent l'enquêteur expérimenté. Le sergent maintint un ton calme et professionnel, permettant à Kobu de parler librement, tout en documentant chaque contradiction. L'entretien avec Louisa présenta un schéma différent. Initialement, elle répéta essentiellement la même histoire que Kobu, mais quand Matome la questionna spécifiquement sur la grande échymose sur le front de Poppy, elle commença à modifier son récit. Le sergent remarqua qu'elle évitait le contact visuel quand elle parlait des moments qui avaient précédé la mort de sa fille. Un aspect crucial de l'enquête initiale fut la façon dont Matome traita le frère de Poppy. Conscient du traumatisme que l'enfant avait vécu, il sollicita la présence d'un psychologue pour enfants spécialisé dans les cas de violence domestique pour aider à recueillir le témoignage du garçon. Le sergent savait que le témoignage de l'enfant serait fondamental, mais devait être obtenu de manière appropriée et sensible. Matome coordonna également la préservation des preuves cruciales.
Il organisa le transport du corps pour l'examen post-mortem, s'assurant que la chaîne de conservation des preuves reste intacte. Il supervisa personnellement la collecte d'échantillons de tissus et de photographies médico-légales détaillées, sachant que chaque détail pourrait être crucial pour l'affaire. L'expérience du sergent dans les cas de violence domestique le conduisit à étendre immédiatement l'enquête au-delà de l'incident fatal. Il initia un relevé détaillé de l'historique médical de Poppy, sollicitant des registres de toutes les installations médicales de la région. Il commença également à cartographier les mouvements récents de la famille, particulièrement leur déménagement soudain d'Orania à Brie. Au fur et à mesure que les premières heures de l'enquête se déroulaient, Matome prit une décision cruciale, même avec la pression du temps, il insista pour suivre chaque protocole méticuleusement. Son expérience lui disait que les cas impliquant la mort d'enfants se perdaient souvent dans les tribunaux en raison d'erreurs dans les procédures initiales. Il s'assura que chaque document soit correctement rempli, chaque photographie convenablement cataloguée et chaque témoignage dûment enregistré. À la fin de ce premier jour d'enquête, Matome avait déjà recueilli suffisamment de preuves pour déterminer que la mort de Poppy n'avait pas été un simple accident. Sur la base des incohérences dans les déclarations, des preuves physiques et du témoignage préliminaire du frère de la victime, il ordonna l'arrestation immédiate de Kobu. Cependant, son intuition d'enquêteur lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce qui apparaissait à première vue. Durant les premiers entretiens à l'hôpital provincial de Brie, Kobu Kokemoer et Louisa présentèrent des explications qui non seulement se contredisaient entre elles, mais changeaient aussi au fur et à mesure qu'ils étaient questionnés, tissant une toile complexe d'incohérences qui commencerait bientôt à se défaire. La version initiale de Kobu était apparemment simple, Poppy regardait la télévision quand elle s'est simplement évanouie. Selon lui, la fillette était allongée sur un tapis devant la télévision quand elle a cessé de répondre. Cependant, quand pressé sur les détails, son récit commençait à présenter des lacunes significatives. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il n'avait pas appelé une ambulance immédiatement, choisissant plutôt de mettre la fillette à l'arrière de la camionnette. Questionné sur les nombreuses ecchymoses sur le corps de Poppy, Kobu offrit une explication que les médecins considérèrent improbable, il prétendit que toutes les blessures seraient apparues pendant le trajet jusqu'à l'hôpital. Selon lui, le corps de la fillette aurait rebondi dans la benne de la camionnette à cause des routes caouteuses. Cette explication ignorait complètement le fait que les ecchymoses présentaient différents stades de cicatrisation. Louisa, de son côté, soutint initialement la version de son mari, mais son histoire commença à changer significativement pendant l'interrogatoire. À un moment crucial, elle révéla qu'en réalité, la veille de la mort de Poppy, Kobu avait cogné la tête de la fillette contre une armoire. Cette admission ouvrit une nouvelle ligne de questionnement. Pressée sur l'état de Poppy le matin du 25 octobre, Louisa décrivit sa fille comme à moitié éveillée et à moitié endormie. Selon elle, la fillette était léthargique, refusait de manger et parlait à peine. Cependant, même en percevant cet état anormal de l'enfant, aucune aide médicale ne fut recherchée. L'un des aspects les plus perturbants du récit de Louisa surgit quand elle mentionna que Kobu, en revenant des courses ce jour-là, avait donné un coup de pied à Poppy dans l'estomac. Elle décrivit cet acte avec une froideur déconcertante, affirmant que c'était normal, que cela arrivait fréquemment. Quand questionnée sur la réaction de Poppy au coup de pied, Louisa dit qu'elle ne pouvait pas se rappeler si la fillette avait pleuré. Le couple présenta également une explication bizarre pour le comportement de Poppy, alléguant qu'elle faisait souvent semblant d'être morte. Selon eux, la fillette avait des épisodes où elle arrêtait de respirer et devait être secouée pour revenir à elle. Cette affirmation serait ultérieurement contestée par tous les professionnels qui avaient eu un contact régulier avec l'enfant. La séquence d'événements décrite par Louisa devenait de plus en plus perturbante. Elle rapporta qu'après le coup de pied dans l'estomac, Kobu lui demanda d'aller chercher les courses dans la voiture. À son retour, Poppy n'était plus sur le tapis où elle l'avait laissé. Selon elle, Kobu aurait dit que Poppy joue encore à faire la morte. Louisa affirma avoir trouvé Poppy dans la salle de bain avec les lèvres bleues. Elle dit avoir essayé de pratiquer la réanimation bouche à bouche, mais sans succès. Kobu, selon elle, tenta de réveiller la fillette en lui jetant de l'eau au visage. Quand rien ne fonctionna, ils décidèrent de l'emmener à l'hôpital, mais pas dans leurs bras ou sur la banquette arrière de la voiture, mais dans la benne de la camionnette. Les contradictions dans les histoires du couple s'étendaient même aux événements les plus basiques de cette journée. Tandis que Kobu insistait sur le fait que Poppy allait bien jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse soudainement, Louisa admettait que la fillette avait été visiblement mal toute la journée. Tandis qu'il alléguait que les blessures étaient récentes et accidentelles, elle laissait échapper des détails d'abus antérieurs. L'une des incohérences les plus flagrantes était la façon dont chacun décrivait le comportement normal de Poppy.
Kobu la dépeignait comme une enfant problématique qui faisait souvent des farces en faisant semblant d'être morte. Louisa, dans des moments d'apparente sincérité, décrivait des épisodes d'abus qui contredisaient directement cette caractérisation. Les versions présentées par Kobu et Louisa sur le jour de la mort de Poppy étaient remplies de contradictions. Tandis que Kobu insistait sur le fait que la fillette s'était simplement évanouie en regardant la télévision, Louisa révélait qu'en réalité, la veille, il avait cogné la tête de l'enfant contre une armoire. Le beau-père alléguait que les ecchymoses étaient apparus pendant le trajet à l'hôpital, tandis que la mère admettait qu'il avait l'habitude de donner des coups de pied à Poppy dans l'estomac fréquemment. Mais comment une enfant de seulement 3 ans s'est-elle retrouvée entre les mains de personnes capables d'une telle brutalité? La réponse se trouve dans une série d'événements qui a commencé bien avant sa naissance. Le 9 août 2013, dans la région de Westonaria, Afrique du Sud, naissait une fillette aux cheveux blonds et aux yeux bleus qui recevrait le nom de Louisa Cornelia Susanna van der Merwe, affectueusement appelée Poppy. Sa naissance, qui aurait dû marquer le début d'une vie prometteuse, eut lieu au milieu d'un cycle familial de violence qui durait déjà depuis des générations. Sa mère, Louisa, portait des cicatrices émotionnelles profondes. À 10 ans, en 1984, elle perdit son père biologique, et le beau-père qui entra dans sa vie se révéla abusif tant physiquement qu'émotionnellement. À 18 ans, dans une tentative d'évasion, Louisa se maria avec Freddie Hels, ayant avec lui 2 enfants, Yaku et Marley. Ce mariage se révéla également abusif, et ce n'est qu'avec l'aide de sa mère Suzanne qu'elle parvint à le quitter. La rencontre avec Christo van der Merwe, un mécanicien diesel, semblait prometteuse. De cette relation naquirent Johan et, 2 ans plus tard, Poppy. Cependant, en 2014, quand Poppy avait seulement 1 an, Louisa se vit encore une fois forcée de fuir une relation abusive. Elle obtint une ordonnance restrictive contre Christo, limitant son contact avec les enfants à 3 visites supervisées en 2 ans et des appels téléphoniques les dimanches. Cherchant un nouveau départ, Louisa déménagea avec les enfants à Orania, une petite ville d'environ 1000 habitants dans le Cap-Nord. La communauté, exclusivement blanche et d'ascendance hollandaise, semblait offrir le refuge qu'elle recherchait tant. Une assistante sociale, Heidi Smith, aida à l'établissement de la famille, trouvant un emploi pour Louisa dans un supermarché local et des places à la crèche pour les enfants. Ce fut dans ce supermarché que Louisa rencontra Kobu Kokmoer, récemment arrivé dans la ville et ayant son propre historique de mariages échoués. Après une brève période de fréquentation, ils se marièrent le 14 novembre 2015. Le lendemain du mariage, le premier changement drastique se produisit. Marley, alors âgée de 14 ans, qui agissait comme principale gardienne des frères et sœurs plus jeunes, fut brusquement envoyée vivre avec son père biologique dans le Cap oriental. Le départ de Marley laissa un vide profond dans la vie des enfants, qui l'appelaient souvent « maman ». À sa place apparut un beau-père qui démontrait peu d'intérêt à développer quelque lien affectif que ce soit. Peu après le mariage, Louisa quitta son emploi, augmentant l'isolement de la famille et sa dépendance financière envers Kobu. Ce fut à ce moment que le système de protection commença à défaillir systématiquement. Orania, en raison de sa taille réduite, ne possédait pas de commissariat propre. Toute plainte devait être déposée à Hope Town, à 42 km de distance. Cette distance physique se transformerait en une barrière cruciale pour la protection des enfants. À l'hôpital provincial de Brie, après avoir examiné le corps de Poppy et entendu les versions contradictoires du couple, le sergent Gift Matom prit la décision immédiate d'arrêter Kobu Kokmoer. Les preuves physiques étaient accablantes, et les explications offertes par Kobu concernant les ecchymoses, alléguant qu'elles seraient apparues pendant le trajet à l'hôpital, étaient clairement invraisemblables. Initialement, Louisa fut traitée comme une potentielle victime de violences domestiques et autorisée à retourner chez elle avec son fils. Cette décision serait ultérieurement réévaluée quand les résultats de l'autopsie arrivèrent en décembre 2016. Le rapport révéla non seulement l'étendue des abus que Poppy avait subis, mais aussi des preuves que les mauvais traitements étaient systématiques et de longue durée. Le 15 décembre 2016, Louisa Kokmoer fut finalement arrêtée. L'enquête avait découvert qu'elle n'était pas seulement une spectatrice passive, mais une participante active dans les abus. Sa propre admission que les coups de pied dans l'estomac de Poppy étaient normaux et se produisaient fréquemment pesa significativement contre elle. L'arrestation de Louisa se déroula de façon discrète, contrastant avec la détention publique et tumultueuse de Kobu. Quand les policiers vinrent la chercher, elle tenta encore de maintenir le récit qu'elle n'était qu'une mère effrayée qui ne pouvait pas s'opposer à son mari violent. Cependant, les preuves accumulées, incluant les témoignages des voisins et du personnel de la crèche, peignaient un tableau bien différent. Le chemin jusqu'au tribunal fut long et tortueux. Initialement,
le processus rencontra divers obstacles qui retardèrent le jugement de presque un an. Aucun avocat ne voulait représenter le couple, tellement grande était la répulsion causée par l'affaire. Les défenseurs ressentaient un profond mépris pour les accusés et refusaient de travailler avec eux. Pendant ce temps, Kobu Kokmoer traversait des moments difficiles en prison. Il tenta 2 fois de mettre fin à ses jours, une fois en se coupant les poignets avec un objet pointu et une autre fois en buvant une bouteille de produit de nettoyage. Ces tentatives de suicide ne servirent qu'à retarder l'inévitable et prolonger la souffrance. Le procès commença finalement en octobre 2017 au tribunal de Gauteng, presque un an après la mort de Poppy. Les accusations étaient graves, assassinat de Poppy et abus envers les autres enfants de la famille. Durant le procès, Kobu présenta une version déformée des événements. Il allégua qu'il ne faisait que discipliner les enfants, frappant leurs mains et leurs fesses avec une cuillère en bois. Il tenta de minimiser la brutalité de ses actions, allant jusqu'à affirmer que Poppy avait des épisodes où elle restait allongée à regarder le plafond et parfois arrêtait de respirer, ce qu'ils appelaient « faire semblant d'être morte ». Louisa, de son côté, adopta une stratégie de victimisation. Elle admit que Kobu agressait les enfants, mais insistait qu'elle avait trop peur pour l'affronter. Elle niait avoir ordonné quelque agression que ce soit, malgré les preuves du contraire. Le témoignage le plus crucial vint du frère de Poppy, alors âgé de 6 ans, qui témoigna par le biais d'une caméra à distance. Il décrivit des scènes terrifiantes d'abus, incluant un épisode spécifique le jour de la mort de Poppy, où Kobu aurait noyé la fillette dans les toilettes, tirant la chasse dans une tentative de la réveiller. Le juge Berbam ne pouvait contenir son indignation. Il voyait non seulement la cruauté des accusés, mais aussi leur complète indifférence envers ce qu'ils avaient fait. Pour le magistrat, le couple semblait préoccupé uniquement par son propre sort et la punition qu'il allait affronter. En mai 2018, arriva finalement le moment de la sentence. Louisa et Kobu furent condamnés à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Poppy. De plus, ils reçurent 10 années de prison supplémentaires pour abus envers les autres enfants de la famille. Le juge alla au-delà de la condamnation du couple. Il critiqua durement le système qui avait permis que l'abus continue pendant si longtemps. Les assistants sociaux, professeurs et médecins qui avaient examiné Poppy furent qualifiés de complices de sa mort. La communauté d'Orania, qui avait tenté de dissimuler les abus, fut également fortement critiquée. La sentence représenta plus qu'une simple punition pour Louisa et Kobu. Ce fut un cri d'alarme sur l'importance de protéger les enfants vulnérables, de reconnaître les signes d'abus et d'agir rapidement pour interrompre les cycles de violence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que cette histoire vous a impacté autant qu'elle m'a impacté. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo pour que plus de personnes connaissent l'histoire de Poppy. À la prochaine vidéo!